J'ai un cancer, ma femme ainsi que ma fille m'ont toutes deux abandonné. Elles prétendent qu'elles ne peuvent plus supporter cela. Que je demande trop parce que j'ai besoin qu'elles me conduisent à l'hôpital pour que je puisse voir le médecin et pour mes contrôles. Eh bien, la plaisanterie se retourne finalement contre elles, parce que j'ai vaincu le cancer, et maintenant je suis libéré de ce fardeau. Et devinez qui est revenu ramper, tentant de mettre la main dans mes poches? C'est exact, mon ex-femme qui n'était pas à mes côtés durant la maladie et tout le reste. Eh bien, j'ai une surprise pour elle. On m'a diagnostiqué un lymphome de Hodgkin à un stade avancé. Quand j'ai découvert cela, j'étais choqué. J'étais actif, mangeais bien et allais chez le médecin pour des contrôles semestriels, mais l'oncologue m'a dit que personne ne sait exactement ce qui cause le cancer. J'avais une chance de survie, bien que petite. Mais je devais subir une chimiothérapie rigoureuse. J'étais prêt et disposé à me battre pour ma vie. Après avoir reçu mon diagnostic, j'ai pris le temps de m'asseoir avec ma femme, Janet, avec qui je suis marié depuis 15 ans, et Léla, ma fille adolescente, pour leur en parler. Elles étaient dévastées, mais je les ai rassurées en disant que je ferais de mon mieux pour lutter contre la maladie. Cependant, j'étais plus que préoccupé par la dynamique de ma famille, car le médecin m'a prévenu que la chimiothérapie serait affaiblissante et que j'aurais besoin de tout le soutien possible. De plus, l'oncologue m'a averti que la plupart des mariages ne survivent pas au traitement. J'ai exprimé ces préoccupations à ma femme plus tard dans la nuit. Elle m'a assuré qu'elle respecterait nos vœux, qu'elle resterait avec moi dans la maladie, et qu'elle ferait tout son possible pour m'aider. J'ai une très bonne assurance, des économies conséquentes et un fonds de placement que mon grand-père défunt m'a laissé. Donc, même si mon traitement creuse un gros trou dans ses ressources, cela ne nous laissera pas à la rue. Notre maison est également entièrement payée et j'ai déjà mis de côté l'argent nécessaire pour les études universitaires de ma fille, au cas où il m'arriverait quelque chose. Mes collègues de travail ont organisé une fête d'adieu pour moi et m'ont souhaité bonne chance dans mon difficile périple. J'ai commencé la chimiothérapie une semaine plus tard. C'était absolument brutal. Je rentrais chez moi avec la sensation d'avoir été percuté par un train. Je peinais à me nourrir et je disposais à peine de l'énergie nécessaire pour marcher, me baigner ou faire quoi que ce soit. Ma femme et ma fille ont fait de leur mieux pour me soutenir. Elles s'occupaient de mes repas, géraient l'entretien de la maison, m'accompagnaient à la chimiothérapie et veillaient à ce que mes médicaments soient toujours disponibles. Je faisais tous mes efforts pour ne pas trop leur en demander et, lorsque j'en étais capable, j'essayais de faire de petites choses par moi-même. Cela a duré 2 mois. Je voyais ma femme et ma fille devenir de plus en plus agacées contre moi. Je sentais de la réticence chaque fois que je leur demandais quelque chose. Ma femme semblait même agacée chaque fois qu'elle devait m'emmener à mes séances de chimiothérapie. À un moment donné, ma fille a carrément cessé de me répondre lorsque je lui demandais un verre d'eau ou de l'aide pour sortir prendre un peu d'air frais. Eh bien, les choses ont atteint leur paroxysme le jour où j'avais un rendez-vous de chimiothérapie. J'ai remarqué que j'étais un peu en retard, et ma femme n'était toujours pas descendue de notre chambre. Je l'ai appelée pour lui demander si elle allait m'accompagner, elle a fait un bruit fatigué et m'a demandé si je pouvais simplement prendre un VTC pour aller à l'hôpital car elle était épuisée. Sur le moment, j'étais plutôt choqué, mais je ne savais pas trop quoi dire. J'ai donc appelé un VTC et j'ai également contacté l'hôpital pour demander si quelqu'un pouvait me rencontrer sur le parking, car ma femme ne serait pas là pour m'aider. Heureusement, ma conductrice de VTC était une jeune femme extrêmement aimable qui s'est assurée que je sois bien entré dans le bâtiment. Elle m'a même dit que je pourrais la rappeler à la fin de ma visite et qu'elle me ramènerait à la maison. Alors que j'éprouvais de la reconnaissance, c'était un peu étrange et humiliant de devoir me remettre à la merci d'inconnus. Lorsque je suis retourné chez moi plus tard ce jour-là, je me suis reposé pendant quelques heures. Puis, j'ai confronté ma femme et ma fille à propos de leur attitude. Je leur ai dit que je les trouvais un peu froides ces derniers temps et je leur ai demandé si elles avaient l'impression que je représentais un fardeau. Ma femme a expliqué qu'elles étaient simplement débordées et ma fille a ajouté qu'elle ne s'attendait pas à ce que j'ai autant de demandes ou à ce que j'ai autant besoin d'elles. J'ai alors suggéré l'idée d'embaucher une infirmière qui pourrait venir quelques jours par semaine pour m'aider et aussi me conduire à mes séances de chimiothérapie. J'ai également commandé un fauteuil roulant pour que cela soit plus facile pour moi de me déplacer quand je suis trop faible pour marcher. Elles ont accepté. J'ai demandé des recommandations à l'hôpital et ils m'ont envoyé une infirmière. Elle s'est assurée que j'arrivais à la chimiothérapie à l'heure, veillait à ce que je prenne mes médicaments à temps, et même les jours où elle n'était pas en service, elle avait élaboré un plan de soins qui incluait des repas sains. Tout allait bien. Les médecins étaient satisfaits de mes progrès, mais ma femme et ma fille ne semblaient toujours pas heureuses.
J'étais désormais un fardeau moindre, mais ma femme avait le sentiment d'être remplacée par l'infirmière. Je l'ai assurée qu'en cas de volonté de sa part de m'emmener aux séances de chimiothérapie, de préparer mes ordonnances, de veiller à ce que je mange et que je prenne mes médicaments, je serais plus que prêt à me passer de l'infirmière. La seule raison pour laquelle j'avais une infirmière désormais était que je représentais une charge trop lourde pour elle. Elle accepta cela comme un compromis. Elle me posa ensuite la question de savoir si j'étais prêt à avoir un infirmier homme à la place. Je lui répondis qu'il n'y en avait aucun sur la liste des hôpitaux recommandés. La raison pour laquelle ils ont envoyé celle que j'avais, c'est parce qu'elle avait de l'expérience dans le soin des patients atteints de cancer et elle comprend donc mes besoins. En outre, elle est prudente, attentive et très respectueuse. Et s'est montrée aimable avec ma femme, ma fille et moi. La seule façon pour moi de me passer d'elle aurait été que ma femme et ma fille prennent en charge tout ce qu'elle faisait. Cependant, ma femme ne voyait pas les choses sous cet angle. Elle a prétendu que je pourrais simplement en faire plus par moi-même au lieu de rendre ma maladie le problème de tout le monde. Alors je lui ai demandé si elle avait perdu la tête. Je fais déjà tout ce que je peux pour moi-même. Il y avait des jours où je pouvais à peine lever la tête, encore moins me lever. La chimiothérapie avait été débilitante. Elle était montée à l'étage, dans un accès de colère, et avait commencé à claquer les portes. J'avais choisi d'ignorer ses petits caprices. Mon principal objectif était ma convalescence et son négativisme ne faisait qu'ajouter du stress et empirer les choses. Plus tard dans la nuit, j'avais reçu un appel de ma belle-mère qui habitait à 2 états de distance. Elle me demandait pourquoi j'avais amené une autre femme dans la maison de sa fille. C'était techniquement ma maison, à mon nom. Je l'avais acquise avant notre mariage, mais j'avais choisi de ne pas être mesquin. Je lui ai expliqué poliment que j'avais besoin d'aide et que l'ampleur de l'aide requise dépassait ce que sa fille était disposée à offrir. Par conséquent, j'étais contraint de recourir à une infirmière de nuit, l'accord précédemment conclu avec sa fille étant trop exigeant pour elle. Il me restait au moins 1 mois de chimiothérapie à effectuer. À condition que le cancer ne persiste pas ou ne se montre pas plus agressif, la présence de l'infirmière ne serait plus nécessaire bien longtemps. Elle ne semblait pas convaincue. Cependant, elle me laissait en paix, ce qui était finalement tout ce que je souhaitais. Tout se passait normalement pendant environ 1 semaine après. Mes traitements se déroulaient toujours aussi bien. Puis, un jour, en rentrant de la chimiothérapie, j'ai aperçu un camion de déménagement devant ma maison. Ma femme et ma fille avaient emballé toutes leurs affaires et ont déclaré qu'elles s'installeraient chez leur mère pour une durée indéterminée. J'étais blessé et contrarié, mais j'étais trop fatigué pour exprimer correctement mes sentiments. Le fait qu'elle ait agi ainsi juste après ma chimiothérapie, sachant bien que j'étais épuisé et que je ne pourrais pas discuter avec elle, est tout simplement cruel. J'ai demandé à ma fille si c'était ce qu'elle voulait. Elle était assez grande pour prendre ses propres décisions, vous savez. Elle a dit qu'elle préférait partir avec sa mère parce que c'était trop difficile de vivre avec moi. Je les ai regardés partir avec des larmes aux yeux, à la fois parce que c'était exactement ce que je redoutais au début de ma chimiothérapie. Je me sentais indésirable et abandonné. L'infirmière a passé un peu plus de temps avec moi ce jour-là et m'a demandé si j'avais de la famille avec laquelle je pourrais séjourner pour que je n'aie pas à être seul. Mon frère était le seul membre de ma famille à proximité, mais il vivait à 3 heures de route et avait 2 enfants plus jeunes. Mais ainsi, il a affirmé qu'il prendrait un congé du travail pour demeurer avec moi jusqu'à ce que je parvienne à trouver une solution plus durable. Quand il s'est rendu compte, il s'est vivement exprimé contre mon épouse, la qualifiant d'égoïste et d'ingrate. Elle n'a jamais eu à travailler un seul jour après notre union, et je m'étais assuré qu'elle n'ait jamais à manquer de quoi que ce soit. Mon frère n'a pu obtenir qu'1 semaine de congé à son travail, cependant, il m'a suggéré une autre solution. La sœur de son épouse, Cara, traversait un divorce houleux et avait besoin d'un lieu sûr pour vivre jusqu'à ce qu'elle parvienne à se remettre sur pied. Son mari était le principal soutien financier, elle n'avait donc pas beaucoup d'argent et ne pouvait se permettre de louer un appartement seul. Elle était actuellement étudiante à l'université, suivant des études de radiologie grâce à une bourse. Ma maison se trouvait plus près du campus universitaire, donc de ce point de vue, tout allait parfaitement bien. En cas d'urgence, je pouvais compter sur quelqu'un à la maison, et elle avait un endroit sûr où se réfugier loin de son ex-mari violent. J'ai dit à mon frère que j'étais d'accord avec cet arrangement et qu'elle n'aurait pas à payer de loyer puisqu'elle aurait déjà à me supporter. Elle pourrait choisir sa chambre. Cela m'était égal. Ma femme et ma fille avaient tout pris, à part le lit et les robes. Mon frère est resté le reste de la semaine et sa belle-sœur, Cara, est arrivée le dernier jour. Il l'a aidé à ranger ses affaires,
Puis elle m'a remercié profusément de la laisser rester avec moi. Elle a promis de ranger après elle et d'aider quand elle le pourrait. C'est une fille super sympa. Je lui ai dit qu'elle n'aurait pas à faire grand-chose, puisque mon infirmière viendrait 7 jours par semaine au lieu des 4 habituels. J'ai dit au revoir à mon frère et aidé Cara à s'installer du mieux que je pouvais. Les choses ont bien évolué durant les semaines qui ont suivi. Bien sûr, ma femme et ma fille me manquaient, mais apparemment j'étais le seul à éprouver ce sentiment car elles ne m'ont même pas téléphoné ni demandé de mes nouvelles. Cara s'est avérée être d'une grande aide. Elle s'est occupée de toutes les courses, la majeure partie du ménage, et a même contribué à la préparation des repas. Pas une seule plainte de sa part. 1 mois et demi après le départ de ma femme, les médecins m'ont annoncé que je n'avais plus de cancer. Sonner la cloche à l'hôpital a été le point culminant de mon année. Mon infirmière m'a demandé ce que je voulais faire en premier à présent que j'étais quasiment guéri. J'ai demandé un divorce unilatéral. Par la suite, je me suis concentré sur les étapes suivantes. La guérison du cancer est un voyage en soi. J'ai peu à peu repris des forces et mes cheveux ont commencé à repousser. Mes cicatrices ont commencé à guérir et j'ai repris du poids. J'ai suivi mon régime alimentaire sain la majeure partie du temps. Cependant, je me suis autorisé quelques écarts pour certaines de mes recettes préférées que je n'avais pas savourées depuis longtemps. Cela fait maintenant 6 mois que je suis en rémission du cancer et je pense être enfin prêt à avancer dans ma vie. J'ai contacté mon ancien employeur et ils sont prêts à me réembaucher pour du télétravail si cela me convient. Je pense que je vais accepter leur offre car je prévois de déménager. J'aime beaucoup ma maison, mais elle est imprégnée de trop de mauvais souvenirs. Je souhaite recommencer avec quelque chose de plus petit. Elle ne le sait pas encore, mais je compte donner la maison à Cara. Elle a été là quand j'étais au plus bas et m'a témoigné une immense gentillesse, même si nous étions pratiquement des inconnus. Elle peut la vendre si elle le souhaite. Je ne veux plus rien avoir à faire avec cela. Et je ne veux certainement pas que ma femme ou ma fille prétendent. Mon nouveau lieu de vie se trouve dans un quartier calme en campagne et j'ai hâte de commencer cette nouvelle vie. Mise à jour. Salut les gars, cela fait plus d'1 an depuis mon diagnostic initial. Je me suis bien installé dans mon nouveau lieu de vie et mon quartier. Il y a beaucoup de gens sympathiques par ici, y compris moi et mes voisins d'en face. Rapidement, Dorothy et moi, nous nous sommes bien entendus. Elle est veuve et vit seule. Ses enfants sont éparpillés à travers le pays, mais ils viennent pour Noël et son anniversaire. Elle m'a invité sur sa véranda pour prendre un verre et discuter. Elle m'a dit qu'elle a perdu son mari à cause d'un cancer du poumon. Si celui-ci n'avait pas laissé une bonne assurance vie, elle et ses enfants auraient été démunis. Alors, je lui ai raconté ce qui s'est passé avec ma femme et ma fille. Je n'avais toujours pas eu de nouvelles d'elle, ce qui est très bien. J'ai tourné à page. J'ai passé mon temps à travailler sur de nouveaux passe-temps. Je me suis lancé dans la menuiserie et je commence à assembler une collection d'outils. Un jour, en rentrant de la quincaillerie, Dorothy m'a dit qu'elle avait vu des personnes traîner près de ma maison. Ces gens n'avaient rien fait, ils n'avaient rien volé. Ils ont marché jusqu'à la porte, frappé quelques fois, ont fait le tour de la maison un peu et, lorsque personne ne sortait, ils attendaient dans la voiture pendant un certain temps. Elle a dit qu'elle s'apprêtait à contacter le bureau du shérif, mais ils étaient partis. Elle ne voulait pas trop s'impliquer car ils auraient pu être de la famille. Je lui ai demandé à quoi elle ressemblait et elle a décrit une femme d'âge moyen et une adolescente. Évidemment, c'était ma femme et ma fille. Je ne sais pas comment elles ont trouvé cet endroit car seul mon frère et sa femme savent où je vis. Pourquoi chercheraient-elles même à me retrouver de toute façon? Elles sont parties il y a presque 1 an et n'ont jamais jeté un regard en arrière. Dorothy m'a dit que si elle revenait, je ne devrais pas sortir. Ensuite, elle verrait ce qu'elle voulait. C'est très bien pour moi car je n'ai aucune envie d'interagir avec elle après qu'elle m'ait abandonné alors que j'étais au plus bas dans ma vie. J'ai appelé mon frère plus tard dans la soirée. Il m'a dit que ma femme et ma fille étaient passées près de mon ancienne maison et qu'elles avaient harcelé Cara et sa colocataire. Heureusement, elle avait une preuve. Il semble qu'elle ait menti à ma femme en prétendant l'avoir achetée de moi. Ce que je crois être le bon choix. En effet, si ma femme découvrait que j'ai donné notre maison, elle serait furieuse. Cependant, je me sens mal que Cara ait dû faire face à cette difficulté. Je l'ai donc appelé pour m'excuser directement. J'espère que la prochaine fois qu'ils viendront, je pourrai régler cette situation une bonne fois pour toutes. Je ne suis pas certain que ma femme soit au courant de notre divorce unilatéral ou non. Je suis pratiquement sûr que mon avocat a envoyé une copie du document chez sa mère, mais il est possible qu'il l'ait considéré comme un courrier indésirable et l'ait simplement jeté.
Peu importe la situation, cela ne m'affecte plus. Entre elle et moi, c'est terminé. Ma femme et ma fille sont revenues à la maison. Cette fois-ci, c'était plus tôt dans la journée, alors que j'étais encore au travail. J'ai entendu un coup à la porte et, en vérifiant les caméras, j'ai bien vu qu'elles étaient là. Mon ex-femme n'avait pas changé, mais notre fille Léla avait beaucoup grandi. Elle était devenue presque une femme. Je suis resté à l'intérieur, comme Dorothy et moi en avions convenu, mais je me suis rapproché de la porte pour mieux les entendre. J'ai entendu Dorothy aller les saluer et se présenter comme la voisine. Ma femme lui a demandé si elle connaissait un homme nommé Richard, qui habitait là auparavant. Dorothy avait l'air aussi confuse que moi. A-t-il habité ici avant, a-t-elle demandé. Ma femme a expliqué que son mari, et non son ex-mari, vivait dans cette maison avant de mourir récemment. Elle était venue vérifier si quelqu'un squattait les lieux, car son mari avait passé un long séjour à l'hôpital avant son tragique et prématuré décès. Ma mâchoire a touché le sol. Elle pensait que j'étais mort. Honnêtement, je ne sais pas d'où ils avaient obtenu cette information. Il n'y avait aucune trace de ma mort nulle part, certainement pas à l'hôpital où j'ai reçu mon traitement. Quoi qu'il en soit, ma femme a continué à affirmer qu'ils étaient les parents les plus proches, par conséquent, la maison leur revenait de droit. Dorothy leur a dit qu'un certain Richard avait vécu là pendant un certain temps, mais qu'il était divorcé. Elle a raconté qu'au moment où nous étions voisins, je lui avais fait savoir que ma femme m'avait quitté et que j'avais demandé le divorce unilatéral. Elle a également mentionné que je prévoyais de léguer tous mes biens à une œuvre de charité. Dans la mesure de sa connaissance, je n'avais pour seule famille que mon frère. C'est la raison pour laquelle elle trouvait si étrange de voir deux femmes fouiller aux alentours de ma maison. Elle a admis qu'elle pouvait se tromper. Après un long silence, Dorothy leur a demandé s'ils disposaient d'un acte de décès ou d'un testament. Ils ont répondu par la négative. Elle leur a alors expliqué qu'une fois qu'ils auraient tous ces documents, ils pourraient les apporter au bureau du registre du comté. Si alors ils étaient les propriétaires légitimes de la propriété, ils pourraient obtenir l'acte de propriété à leur nom. Ma femme a réagi très mal à cette nouvelle. Elle a demandé à Dorothy qui elle pensait être pour lui dicter ce qu'elle devait faire concernant son propre mari. Elle s'est mise à hurler que Dorothy n'avait aucun droit de lui dire quoi que ce soit sur son propre époux. Elle a affirmé que Dorothy devrait se mêler de ses affaires et cesser d'être aussi curieuse. J'étais réellement embarrassé. Les gens de ce quartier n'ont été que bienveillants à mon égard et voilà que mon ex-femme faisait un esclandre et perturbait leur tranquillité. J'avais presque l'envie de sortir et de lui dire ces 4 vérités, mais j'ai décidé de rester fidèle au plan. Dorothy, que Dieu la bénisse, s'est excusée et a affirmé qu'elle essayait simplement d'aider. Elle est retournée chez elle et, peu de temps après, mon ex-femme et ma fille sont partis. J'ai attendu la fin de mon travail pour aller chez Dorothy et m'excuser. Elle a dit que c'était bien. Même si elle trouvait le comportement de ma femme répugnant, elle pensait que l'explosion de colère était assez amusante. J'aurais aimé être d'accord. Je savais que ma femme pouvait perdre son sang-froid quand elle était contrariée, mais cette fois c'était trop. Si elle revient, je vais certainement lui faire face et lui dire de me laisser en paix. Hier encore, elle est revenue. J'étais dans mon bureau à la maison lorsque j'ai entendu un bruit fort. Quand je suis sorti dans le salon, ma fenêtre de devant était brisée et des gens hurlaient à l'extérieur. J'ai pensé qu'il y avait un fou en liberté. Je n'avais pas entièrement tort. C'était bien mon ex-femme. Elle avait brisé ma fenêtre et mes voisins étaient dehors, essayant de l'arrêter. Apparemment, elle semait le trouble depuis un moment, mais je ne l'avais pas entendu car j'avais mon casque anti-bruit sur les oreilles pendant que je faisais un peu de travail d'assurance qualité. Bon sang, je ne l'aurais pas entendu si je n'avais pas mis mon casque en pause pour, eh bien, faire une pause. Lorsque je suis sorti, 2 de mes voisins âgés essayaient d'empêcher mon ex de causer plus de dégâts. Elle et Léla tenaient toutes 2 des battes et avaient déjà cassé quelques-unes de mes plantes en pot. Je l'ai attrapée par le bras et lui ai demandé si elle avait perdu la tête. Inutile de dire qu'elle était choquée de me voir. Ou plutôt, de me voir vivant, je suppose. J'ai demandé à elle et à ma fille de quitter ma propriété avant que je n'appelle la police. À ce stade, je ne savais pas que mes voisins avaient déjà appelé les forces de l'ordre. Elle semblait blessée par mes paroles et m'a demandé pourquoi je ne l'avais pas contactée après ma convalescence. Elle et Léla seraient revenues. Je lui ai alors expliqué que, lorsque nous nous sommes mariés, nous avions prêté serment de rester fidèles l'un à l'autre, dans la maladie comme dans la santé. Or, elle a rompu ses vœux et, désormais, je ne veux plus rien avoir à faire avec elle. En effet, elle n'est plus ma femme. J'ai envoyé les papiers de divorce il y a plusieurs mois et je lui ai de nouveau demandé de partir.
Elle m'a alors demandé, qu'en est-il de notre propre fille? Elle va à l'université l'année prochaine et je ne peux pas me permettre de payer les frais de scolarité toute seule. J'ai répondu, ta fille a également décidé de m'abandonner et je suis prêt à renoncer à tous mes droits parentaux en ta faveur. Vous auriez tout dû y penser avant de m'abandonner. Je ne veux plus rien avoir à faire avec vous deux. Après avoir entendu cela, elle est passée de contrariée à furieuse. Elle commence à hurler contre moi, me traitant d'égoïste et de sans cœur. Ce que j'ai trouvé hilarant. Elle est la dernière personne qui devrait traiter quelqu'un d'égoïste. Je hurle en retour et la traite d'impudente et hontée. Je déclare, pour m'assurer qu'elle n'obtienne plus jamais un sou de ma part. Puis, elle m'attaque avec une batte, juste au moment où la police arrive. Il l'arrête immédiatement, elle est ma fille. On m'a demandé si je souhaitais porter plainte et, bien sûr, j'ai accepté. Mon ancienne compagne et ma fille se sont mises à pleurer aussi fort qu'elles le pouvaient alors qu'elles étaient embarquées à l'arrière de la voiture de police. Je n'éprouvais aucune pitié pour elles. J'avais filmé tout ce qui s'était passé, y compris ma femme en train de briser la fenêtre. J'avais déjà soumis cette vidéo aux policiers. Après le départ de la police, j'ai commandé une nouvelle fenêtre et nettoyé les morceaux de verre brisés. Quelqu'un passera s'en occuper demain. En attendant, une bâche protège la maison de l'extérieur. Dorothy m'a donné des seaux pour mettre mes plantes, en attendant que je puisse remplacer les pots. J'ai mené ma petite enquête car je souhaitais comprendre ce qui avait poussé exactement mon ex-femme à venir. Apparemment, sa mère est décédée il y a 2 mois et elles ont découvert que la maison dans laquelle elle vivait n'appartenait ni à elle, ni à son mari. C'était la propriété de son cousin et le dit cousin est venu les expulser car il souhaitait la vendre, maintenant que les 2 parents de mon ex-femme étaient morts. Mon ex-femme et notre fille ont vendu la majorité des affaires appartenant à ses parents et vivent dans un motel depuis quelque temps. Lorsqu'elles sont revenues à notre ancienne maison et ont aperçu Cara sur place, elles ont supposé que j'étais décédé. Elles ont alors commencé à fouiller pour trouver des preuves de ce que je possédais et de ce que j'avais acheté, et c'est ainsi qu'elles m'ont retrouvé. Quoi qu'il en soit, elles sont maintenant accusées de vandalisme, de tentative d'infraction et d'agression. Étant donné que Léla est mineure, elle doit effectuer un travail d'intérêt général. Cependant, mon ex-femme risque certainement une peine de prison, car il était évident que tout cela avait été prémédité. J'envisage également d'obtenir une ordonnance d'éloignement, du moins pour le moment. Je n'aurai plus à me soucier d'elle pour un certain temps. Fin du post. Voyons un commentaire avec lequel la moitié des gens sont d'accord, tandis que l'autre moitié ne l'est pas. On prétend que Léla était une âme innocente dans toute cette histoire. Elle était mineure. Elle était la fille de l'auteur et elle a décidé de partir avec sa mère. Néanmoins, de nombreuses personnes affirment qu'elle a probablement été manipulée par sa mère et qu'elle ne savait tout simplement pas comment gérer la situation. De ce fait, porter plainte contre elle à la fin de l'histoire était vraiment excessif. Pensez-vous que l'auteur a été trop sévère envers sa fille quand il a décidé de porter plainte contre elle? Pensez-vous que l'ex de l'auteur mérite tout ce qu'elle subit? Faites-nous savoir ce que vous pensez de cette histoire et déposez vos commentaires ci-dessous. Merci et passez une merveilleuse journée.